Donc le Stirfox Summit, c'est quoi? Eh bien, c'est un événement qui est initialement dédié à nos clients pour les accompagner à prendre de la hauteur sur le pilotage de leur activité, à les accompagner aussi dans la maîtrise de nouveautés aussi, notamment l'IA, parce que c'est le sujet du jour, qu'on a ouvert petit à petit à d'autres acteurs du e-commerce de manière assez exclusive. Donc, vous allez très rapidement le voir, ce n'est pas un webinaire avec plus de 200 personnes. On est plutôt sur un regroupement de quelques acteurs du e-commerce, donc un regroupement un peu plus exclusif pour prendre la parole. Donc, vous pouvez aussi prendre la parole, partager votre expérience si vous le souhaitez, poser des questions, voilà. Et autour d'un sujet aussi qui a été choisi par la majorité, puisqu'on a organisé un événement un peu similaire, on va dire, au mois de juin, qui était un événement sectoriel. Et puis, il y a des e-commerçants qui sont intervenus, qui nous ont notamment demandé de prendre la parole sur l'IA, parce que beaucoup peuvent avoir des difficultés sur le comment on aborde ça avec les ressources financières qui sont les nôtres, avec les ressources humaines qui sont les nôtres, comment on arrive à prendre le tournant. Donc maintenant que le contexte est posé, place à une rétrospective sur l'année 2024. Donc, l'année 2024 s'est révélée être une année plutôt charnière qui a marqué un point d'inflexion, en tout cas c'est comme ça qu'on le caractérise, à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est celui de l'IA. Donc l'intelligence artificielle a participé à l'évolution des habitudes de consommation. On a eu une accélération des nouveaux comportements d'achat, une recherche qui est de plus en plus longue, poussée, une recherche ultra contextuelle, une recherche qui est de plus en plus visuelle, une recherche qui est aussi de plus en plus vocale, et une recherche qui peut être combinée avec tous ces éléments. Aujourd'hui, on a la Gen Z qui commence quand même, qui commence le processus de recherche d'un produit et qui commence ses achats en allant sur les réseaux sociaux, en cherchant un visuel d'un produit. Et la Gen Z, c'est ceux qui ont vraiment mon âge, donc c'est-à-dire 25-30 ans, donc c'est pas une minorité. Et il faut savoir répondre à ça. Et en parallèle, on a des algorithmes publicitaires qui sont censés simplifier la gestion de l'acquisition payante. Mais paradoxalement, on a un retailer sur 2 qui trouve que cette acquisition payante, due aux algorithmes, est plus difficile à maîtriser et à comprendre. Donc, il faut faire aussi avec ce paradoxe. Et c'est évidemment une inflexion du côté du business. Cette année, on a eu une année vraiment de prudence, une année où on a dû privilégier la rentabilité, la maîtrise de chaque euro investi face à un contexte qui s'est montré plutôt incertain. Donc ça, c'est une vision globale, si on fait un bilan de l'année 2024. Et si on rentre un peu plus dans le détail, concrètement, je vous ai affiché quelques chiffres qui montrent ce changement et qui montrent cette inflexion. On a aujourd'hui un achat qui se fait sur la marketplace et notamment des consommateurs qui vont utiliser plus de 5 supports différents afin de se renseigner sur un produit avant de passer à l'acte d'achat. Donc des parcours qui se sont complexifiés. Donc maintenant qu'on sait ça, comment finalement on va utiliser l'IA, comment on va maîtriser l'IA et comment on va l'exploiter pour arriver justement à rapprocher toujours un peu plus les produits de son catalogue et les bons acheteurs au bon moment et avec le bon message. Et on n'aurait pas pu organiser ce webinaire, bien sûr, avec l'expertise de Richard et Julien. Donc, Richard est directeur des opérations chez Stirfox. Il y a une parfaite maîtrise de tout l'environnement ads, tout l'environnement publicitaire en ligne et de la technologie. Et Julien est Head of Acquisition e-commerce. Donc, son terrain de jeu, c'est la stratégie business et l'utilisation des données au profit des stratégies d'acquisition payante pour les e-commerçants. Avant de laisser la main, je précise que tout le monde peut intervenir, tout le monde peut poser des questions dans le chat. Tout le monde peut demander un conseil dans le chat. Voilà. Ouais, il ne faut pas hésiter, c'est vraiment l'objectif, c'est que ce soit interactif. L'idée, c'est vraiment de voir comment, au quotidien, déjà, l'IA, ça fait partie des outils sur lesquels vous êtes amené à être confronté, soit en direct, soit via vos agences, parce que c'est totalement intégré aux algorithmes publicitaires depuis plusieurs années, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, comment on maîtrise mieux tout cet écosystème d'apprentissage avec vos données réelles? Est-ce que c'est vraiment ça l'enjeu aujourd'hui? C'est que ces algorithmes publicitaires ne répondent pas juste à des KPI, des signaux qui sont déjà importants de leur côté, qui est le signal de l'utilisateur, mais qui comprennent aussi vos signaux business. Donc, c'est pour ça qu'on va introduire d'abord par comment fonctionne cet algorithme publicitaire et comment il faut scorer votre catalogue, parce que ce sera ça la clé de votre croissance, parce que ça permettra
d'alimenter les algorithmes publicitaires avec des données enrichies qui viennent de chez vous. Donc, c'est vraiment l'axe qu'on va essayer de vous présenter avec Julien. Mais pas que, parce que c'est vrai qu'on va parler principalement du levier Google parce que c'est ce qui vous concerne pour la plupart au quotidien comme le principal levier, mais il faut aussi utiliser tout ce qu'il y a dans l'écosystème, soit des autres leviers d'acquisition, soit des solutions d'IA pour enrichir vos data. Donc, on va explorer tout ça et ça vous permettra de voir un petit peu quel est notre ADN chez Steerfox en termes d'approche pour vos problématiques et comment on va continuer à progresser vers ça avec notre nouvelle version de l'application. Donc, on fera un petit teasing à la fin. Donc, voilà pour le programme. Donc, tu peux passer à la slide suivante, Maï. Ouais, normalement, vous avez la main, Richard et Julien. Ah, on a la main? Ouais. Donc, Julien va commencer en effet sur la partie scorer le produit. Donc, l'idée, c'est qu'il vous explique un petit peu comment fonctionne le principe de base de l'algorithme Google ou d'autres autres solutions de bidding et pourquoi, même si c'est un passage suffisant, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant pour votre pilotage au quotidien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Bonjour à tous, enchanté. Donc Julien, voilà, moi, je vais vous parler du principal algorithme de diffusion qu'on connaît à l'heure actuelle, qui est celui de Google, et particulièrement sur l'inventaire shopping. Mais on pourrait finalement reproduire et dupliquer ce qu'on va dire là, finalement sur d'autres écosystèmes, comme l'a précisé Richard, qui ont tendance à converger vers ce que propose Google à l'origine. Et ce que propose Google à l'origine, c'est la base de l'IA que l'on connaît depuis maintenant des années dans l'univers informatique et plus particulièrement dans la publicité, c'est le machine learning. Et le machine learning, il y a des biais dans le machine learning et dans un algorithme de diffusion de machine learning, il y a des biais qui peuvent être caractérisés par le fait de converger vers finalement la solution que recherche un algorithme de diffusion. La solution dans un contexte ads sur shopping particulièrement, ce sont les produits qui vont générer le plus de retours sur investissement publicitaire. Donc, c'est un petit peu le sens de la diapo que vous avez sous les yeux. À l'origine, vous pouvez avoir dans votre catalogue produit une dizaine de milliers de produits, une dizaine de milliers de références assez diverses, assez éparses. Et puis finalement, elles sont toutes plus ou moins capables de générer des conversions, ces 10 000 références. Le truc, c'est que vous avez peut-être besoin de générer des conversions à partir d'un certain niveau de CPA, de coût par action cible, que vous allez du coup ordonner, on va dire, à cet algorithme. Cet algorithme, sa réaction, ça va être de se poster sur le millier de références qui sont les plus susceptibles de réaliser cet objectif que vous lui demandez. Et donc, il va réaliser ce qu'on appelle une convergence dans l'algorithmie vers les meilleures références pour l'objectif assigné. On va ensuite aller une étape au-delà pour chercher de la valeur de conversion. Donc là, vous lui dites, prends les références qui sont le plus à même de générer une haute valeur de conversion. Et donc là, cet algorithme, il va, par réaction toujours, aller chercher la centaine de meilleurs produits parmi les 10 000 envisagés dès le départ. Et puis à la fin, on a bien sûr le ROAS cible. Donc là, vous lui dites, moi, je dois délivrer tel retour sur investissement publicitaire. Et bien là, l'algorithme, par réaction toujours, va vous dire, voilà, moi, j'ai 10 produits sur lesquels je vais investir et surinvestir. Et c'est là le problème, on le verra juste après. Parce que je suis sûr que je peux délivrer ce retour sur investissement publicitaire sur cette dizaine de références. Et donc, on voit que très vite, on atteint les 0, quelque chose du dizaine de milliers de références à l'origine. Et donc, pour contrer ça, il y a l'interface et l'intermédiation des solutions comme Steerfox. L'idée, c'est que nous, on va aller chercher par-delà cette logique de convergence d'un algorithme, ce qui peut vous intéresser dans votre catalogue produit. Et donc, on va faire d'abord de la collecte de données en multisource. On va aller chercher évidemment les performances passées des produits. Et donc là, on va regarder quelles sont les performances, par exemple, sur Google Ads, mais aussi peut-être sur d'autres leviers. On peut envisager Microsoft, donc Bing ou Amazon, etc. Et puis, on va aussi regarder quelles sont les données marché. Quel est l'état de l'art du marché sur telle ou telle référence, sur tel ou tel segment, sur telle ou telle famille de produits ou marques. Et puis, on va regarder aussi, bien sûr, vos objectifs business. Quels sont vos propres objectifs qui s'inscrivent dans votre propre stratégie. Et à partir de là, on va commencer à construire le scoring que l'on présentera par la suite. L'idée, c'est que, bien sûr, on ait un certain dynamisme sur ce sujet-là. Donc, que chaque jour, en fait, on ait des itérations qui nous permettent de se mettre en permanence à jour, d'une part par rapport à ce qui s'est passé sur les jours précédents, mais aussi par rapport à l'évolution, par exemple, de vos objectifs business, et que tout ça soit constamment, finalement, à jour de votre stratégie
et de la stratégie d'acquisition qui a été choisie et qui est envisagée. Donc, on va par la suite. Pardon, Richard, vas-y. Ouais, c'est important sur ce scoring de bien comprendre que il est calculé par notre plateforme et il prend vraiment en entrée des paramètres qui sont vos attentes initiales. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un objectif qui est de rentabilité, de maximiser votre CA, d'aller chercher des parts de voix. Donc, nous, on oriente l'algorithme par rapport à vos objectifs et il va calculer la performance par rapport à cet objectif-là et pas forcément par rapport à la vision que peut avoir Google où on lui met qu'un seul objectif qui est le CPA, le ROS qu'on mettait juste avant. Donc, ça permet d'avoir un premier niveau par rapport à des performances publicitaires des atteintes d'objectifs qui sont vos objectifs. Et après, on va enrichir avec vos données business. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que c'est ce qui permet d'avoir une première inflexion de l'algorithme Google ou autre. Si on va du coup sur ce qu'on réalise concrètement, ce qu'on est capable de réaliser concrètement à l'heure actuelle en matière de scoring et de collecte aussi de données multisources, parce que c'est aussi la clé de cette intelligence que l'on ajoute dans notre plateforme et à notre diffusion publicitaire. On a par exemple ici un client qui nous demande d'intégrer un certain nombre de variables qui sont propres à son business. Par exemple, le fait que sur son catalogue produit, c'est souvent le cas en e-com, on a des taux de remise qui sont assez différents d'un produit ou d'une famille de produits à l'autre. On a évidemment des niveaux de stock différenciés. On a un positionnement prix qui n'est pas toujours le meilleur, pas toujours le moins bon, mais qui fluctue en fonction du temps, en fonction du repricing, en fonction de tout un tas de paramètres. Et puis évidemment, il y a des catégories et des familles de produits qui comptent plus que d'autres pour lui. On intègre tout ça en allant collecter depuis 3 sources dans le cas précis de ce client. On a été capable, d'une part, d'aller chercher évidemment ces données ads, les performances publicitaires, qu'est-ce qu'il s'est passé sur les jours, les mois, les années précédentes. On est allé chercher des fichiers aussi qu'il a bien voulu nous transmettre sur un certain nombre de données. Et puis, on est allé scraper aussi son site. On a réalisé un scrapping directement de son site pour savoir bien quels étaient, par exemple, les niveaux de stock et de remise sur ces produits pour être toujours... j'allais utiliser l'anglicisme up-to-date, mais en fait, à jour et en permanence à jour de ces données-là. Donc, données fraîches, données multisources, et finalement, données qui nous permettent de croiser et de filtrer avec de la vraie intelligence business. Parce que quand on intègre des niveaux de stock, des taux de remise, un positionnement prix, on commence à avoir des choses très intéressantes. Et ces choses très intéressantes, qu'est-ce qu'on va en faire, évidemment? Vous me voyez venir, on va les mettre à chaque fois dans des segments, dans des familles, dans des clusters de produits que l'on va ensuite choisir d'investir plus ou moins en fonction de leur potentiel. Toute la clé est là, évidemment, on y reviendra après avec Richard. Mais c'est un exemple concret, en effet. Un des axes, une fois qu'on a fait cette segmentation, ces clusters, un des axes d'inflexion, de facteur d'impact sur vos performances peut être le prix. Donc, c'est un axe qu'on peut regarder. Et on va prioriser, parce que vous pouvez avoir à utiliser des outils de repricing ou de veille concurrentielle, ce qui est difficile quand vous avez des catalogues de plusieurs dizaines de milliers de références. C'est sur quoi je fais cette veille concurrentielle, et parce que ça a un coût déjà de cette analyse produit par produit, et puis pour prendre des décisions, il faut aussi pouvoir les orienter. Donc, grâce à notre scoring, on va, et en ayant vos données business, on va analyser et prioriser chaque secteur, chaque marque sur lesquelles on va regarder cette problématique prix. Et on va voir si, par rapport à notre scoring, où l'impact du prix peut être important. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des top produits, des produits qui se vendent extrêmement bien, et finalement, vous vous rendez compte qu'il y a une sélection de ces produits où ça fonctionne très bien, vous avez un prix qui est bien en dessous de la concurrence. Donc, c'est-à-dire qu'on peut peut-être tester l'élasticité prix. Peut-être que vous pourriez faire un peu plus de marge en remontant un peu les prix. Vous pourriez voir que vous avez des contre-performances, mais pourtant, vous avez le bon prix. Est-ce que c'est les frais de livraison qui peuvent impacter les performances? Donc, ça permet de faire de la BTS et de voir l'impact sur les clusters de ces critères-là. À l'inverse, on peut détecter des produits où il n'y a pas forcément beaucoup d'investissement publicitaire, ils ne sont pas dans nos clusters où il y a des dépenses, mais on voit que ça fonctionne plutôt bien dans vos ventes sur d'autres canaux. Et si vous avez le bon prix, on peut tout de suite tester ce potentiel sur ces produits parce qu'on sait que vous êtes déjà concurrentiel. Et à l'inverse, sur des produits qui fonctionnent très mal, il y en a, ça peut être pour des raisons où vous n'avez pas forcément le bon stock, les bons frais de livraison ou quelque chose qui correspond à la demande, mais ça peut être le prix. Et si on voit que vous avez un très mauvais positionnement prix, on peut très vite voir si c'est ce facteur d'impact-là et le tester. Donc, ça permet vraiment d'essayer d'agir sur ces facteurs par ciblage sur les différents clusters, les actions qu'on peut mener et faire de l'A/B test jusqu'à aller
on peut aussi voir que vous avez des produits où vous êtes peut-être face à des leaders du marché, face à Amazon, un grand distributeur, et finalement la notoriété ou le prix que peut mener cet acteur fera que vous ne serez jamais concurrentiel, et aussi déprioriser ces produits-là pour mieux investir sur d'autres produits où il y aurait du potentiel. Donc c'est un des axes de travail. On peut le faire au niveau du stock, au niveau des marges, au niveau de vos délais de livraison. Ça permet vraiment d'orienter ces clusters. Et si on regarde sur la slide suivante, on a aussi des réflexions, parce qu'on n'a pas toujours la donnée qui est qualifiée, qui est facile à comparer, parce qu'on prend l'exemple du prix, c'est facile quand on a un GTN en EAN, mais ce n'est pas le cas dans tous les univers. Donc, on fait aussi de la R&D chez nous pour essayer de voir à chaque fois quels sont les critères. Et là, on utilise l'IA aussi pour essayer de trouver les attributs qui pourraient déterminer une comparaison avec d'autres acteurs du marché. On a pris un cas, parce qu'on a beaucoup d'acteurs dans ce domaine-là du monde du meuble avec les canapés, où l'objectif, c'est de voir un canapé, c'est difficile de définir son prix de référence. Il y a des canapés qui vont de 200 à plusieurs milliers d'euros, et on a essayé de déterminer quels sont les critères qui déterminent pour les utilisateurs un prix moyen ou médian d'un canapé en fonction de ses caractéristiques. Donc pour ça, on a essayé de préparer tous les attributs qui définissent un canapé, donc sa taille, sa matière, sa forme, et en scrapant des données d'un des plus gros acteurs du monde du meuble aujourd'hui, qui est Cdiscount, qui est la marketplace référence du meuble. On a extrait les caractéristiques du produit, on a fait un nettoyage, on a testé plusieurs méthodes pour justement voir quelle est la prédiction du prix pour un produit donné, et voir finalement pour nos marchands si on est dans un prix qui est correct ou pas. Donc ça nous a permis d'avoir plusieurs notions d'explicabilité finalement de le prix en fonction de quels critères il est déterminé ou pas, et de prédire finalement par rapport aux produits de nos clients, est-ce qu'ils sont dans le prix moyen ou pas. Donc en fonction de critères, est-ce que c'est des canapés convertibles, pas convertibles, en fonction des matières. Et donc ça reste de la R&D chez nous. Mais l'idée, c'est toujours ces données-là vont permettre après d'avoir une explicabilité de la performance, de la contre-performance publicitaire qui n'est pas liée que à l'algorithme publicitaire, qui peut être liée aussi à des données intrinsèques à votre offre. Est-ce que cette première partie était claire? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que l'idée, justement, c'est, une fois qu'on a ces données enrichies, ça va être de savoir comment on va alimenter les algorithmes publicitaires pour les orienter vers répondre à votre problématique à vous, et pas uniquement un ROS cible, comme l'expliquait au début Julien, qui peut réduire fortement le scope de potentiel de votre offre. Et donc, les clés, finalement, les grandes portes d'entrée d'une stratégie publicitaire qui sera maîtrisée, particulièrement vrai, évidemment, sur les années à venir en 2025, c'est évidemment avant tout d'avoir une stratégie de data. Cette stratégie de data, c'est d'une part, quelles sont les données dont je dispose et qui me serviront, comment est-ce que je les collecte ensuite, évidemment, comment est-ce que je les collecte, je les normalise et je les centralise. Par ailleurs, une stratégie de branding et de considération, hyper important, parce que, évidemment, les générations qui arrivent, Maëlle l'a très bien expliqué en préambule, les générations qui arrivent sont de plus en plus visuelles, sont de plus en plus portées sur la vidéo. On aura de plus en plus besoin d'avoir des stratégies de branding, notamment via la vidéo, via les canaux sociaux, etc. Et puis, le futur de la recherche, c'est comment demain, est-ce qu'on effectue une recherche? Peut-être que le modèle traditionnel de la recherche sur un moteur de recherche comme Google, il sera amené à être du moins challengé et au moins évolué. Et puis, la maîtrise opérationnelle. Comment est-ce que concrètement, avec un compte, par exemple Google Ads, mais on peut élargir bien sûr, on fait pour maîtriser ce que l'on diffuse et délivrer surtout, puisque c'est là aussi une clé, le bon niveau d'investissement sur les bons produits, les bons mots-clés, les bonnes audiences, etc. Les audiences, justement, mais juste avant, la structure d'un compte. Comment est-ce que, à partir d'un scoring, à partir de paramètres comme la marge sur les produits, le stock de mes produits, je vais pouvoir créer une structure cohérente? Et bien évidemment, je vais avoir différents clusters de produits. Je les appelle clusters. C'est comme ça qu'on les définit en interne, mais c'est l'idée d'avoir un groupe de produits aux caractéristiques à peu près homogènes. On peut avoir par exemple des top ventes, des produits d'appel. Les produits d'appel sont des produits qui vont générer de la visite, pas forcément de la conversion, mais qui vont générer de la visite. Et peut-être que cette visite, on pourra ensuite la convertir sur d'autres produits via le jeu des ventes croisées. Les produits en surstock qu'on a besoin de libérer de l'entrepôt, ce sont des cas qu'on a de plus en plus
avec nos clients et commerçants. Les flops, évidemment, les produits sur lesquels on a visiblement trop investi par rapport au potentiel publicitaire. Et puis, le potentiel inexploré, les produits que, justement, comme je l'expliquais tout à l'heure, l'algorithme ne va pas aller chercher parce qu'il n'y a pas détecté un quelconque potentiel d'atteinte de l'objectif que vous avez assigné. Évidemment, derrière, ce qu'on veut faire à la fin, c'est d'avoir une segmentation qui réponde à vos priorités business. Et sur cette segmentation, on va délivrer à chaque fois le bon niveau d'investissement. Je parlais des audiences tout à l'heure. Les audiences, elles sont évidemment capitales. Là aussi, des audiences qu'on va collecter en multisources. D'une part, avec les outils d'analytics, le plus connu étant GA4, donc Google Analytics 4. Ces audiences, elles peuvent être évidemment customisées, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher, par exemple, des acheteurs, des abandonnistes, des visiteurs qui sont revenus dans une période de temps donnée. On peut aller chercher, en tout cas, des audiences aussi sur les CRM, sur le CRM, sur des audiences qu'on appelle first party. Et moyennant, par exemple, des systèmes de hachage et de sécurisation des données, on peut ensuite les importer dans nos outils. Et puis après, on a bien sûr les audiences Google Ads traditionnelles qu'on a l'habitude de traiter. Ce qu'on veut faire à la fin, évidemment, c'est là aussi segmenter intelligemment pour aller chercher la bonne typologie de produit pour la bonne typologie d'audience. C'est toujours le même principe. Et puis derrière, il y a toujours aussi cette logique de sur quelle audience je vais investir, pour quelle typologie de produit. Et donc ça, c'est hyper essentiel après de pouvoir arbitrer, piloter et prendre des décisions ensemble. Donc, tous ces KPI qu'on exploite, ils sont intégrés dans notre plateforme où on croise justement ces données CRM, ces données de business que vous pouvez avoir avec les données analytics, parce que c'est quand même une vision plus globale des différents canaux, et les données publicitaires par silo. Ça permet, en regroupant ces trois ensembles, d'avoir une aide à la décision pour vous, pour nous, pour arbitrer justement sur le pilotage budgétaire et de sortir, et c'est ce que fait notre nouvelle plateforme, de cette vision ROS, mais de revenir à quelque chose des vrais fondamentaux qu'on a toujours eu, de piloter au COS. Donc c'est de dire, voilà, finalement, par rapport à mon investissement publicitaire, quelle est la réalité sur mon CA réel? Parce que la donnée est de plus en plus modélisée, notamment sur la partie ads, même sur Analytics. Donc, en reprenant vos données CRM, on arrive à réobjectiver les résultats et orienter les investissements de façon la plus cohérente. Alors, on parlait d'audience juste avant. Je pense que vous l'avez compris sur l'année qui vient enfin, particulièrement en 2025, mais ce sera le cas aussi sur les années à venir. On va travailler de plus en plus sur des systèmes d'audience et d'identification d'audience dans, par exemple, le cadre de Customer Match sur Google, mais aussi d'autres fonctionnalités qu'on peut trouver sur d'autres leviers. L'idée étant de systématiquement bien positionner le message publicitaire à la bonne étape du funnel d'acquisition. Le funnel d'acquisition, c'est tout simplement le tunnel de décision d'achat qui a tendance à s'allonger, évidemment, et qui a tendance à se complexifier par la multiplicité des leviers, par la multiplicité de l'exposition publicitaire aussi. Et donc, l'idée, c'est que sur chacune des étapes de ce funnel, eh bien, on va travailler de façon différenciée l'évangélisation, la génération de la demande, et puis à la fin, le fait de capturer la demande. Ce qu'on cherche à chaque fois, c'est d'une part exposer une marque, faire en sorte qu'elle puisse parler de son positionnement, de son offre, de comment est-ce qu'elle répond à un besoin donné. On va aussi travailler sur la génération de la demande avec le fait justement de recibler ces audiences qui ont premièrement été exposées pour aller maturer un peu cette demande et faire en sorte qu'à chaque point de contact possible, on soit présent avec le bon message publicitaire. Et enfin, se positionner en fin de tunnel, là où les gens sont dans une recherche intentionniste, et puis là, délivrer pour le coup le bon produit avec le bon message et être capable justement de convertir cette demande que l'on a fait maturer. On dit à peu près la même chose par ici, mais je pense que ce qui est important, c'est qu'on travaille de plus en plus sur cette idée d'audience affinitaire. Ça a été le cas notamment chez Google, mais c'est aussi le cas un petit peu ailleurs. Richard l'a évoqué, on a un contexte RGPD qui est celui qu'on connaît tous. On a besoin néanmoins de trouver des audiences qui sont adressables, qui sont ciblées par la suite. Et évidemment, dans ce système-là, le système d'audience affinitaire, il nous intéresse particulièrement.
Donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois que nous allons travailler une audience de ciblage, on va pouvoir jouer ce qu'on appelle un lookalike, un petit peu ce qu'on faisait historiquement sur des canaux sociaux comme Meta, pour élargir nos horizons et faire en sorte qu'on puisse toucher des gens qui ressemblent de près ou de loin à ceux qui sont soit nos clients, soit nos visiteurs, soit nos anciens acheteurs, etc. Et puis par la suite, évidemment, on délivre la structure de compte appropriée. Une structure de compte, c'est pas quelque chose d'improvisé. C'est pas je fais une campagne, je mets tout un tas de choses à l'intérieur, des images, des vidéos, un flux produit, etc. Puis on verra bien ce que ça donne. Une structure de compte, ça se dessine en fonction de ce qui a été justement au préalable identifié en termes d'audience, de potentiel de produit, de scoring, etc. Et nous, l'idée, c'est que sur une structure de compte, dans les mois et les années à venir, on va travailler la notoriété, là où on va faire de l'audience, là où on va être capable justement d'amener de nouveaux visiteurs, d'aller chercher des clics incrémentaux. Et puis, par la suite, on va travailler évidemment la considération avec différents formats. Sur Google, par exemple, on a le format Performance Max, mais on a sur d'autres leviers des choses intéressantes aussi. Et puis, de l'action. L'action, c'est là où on va chercher la conversion. Et à chaque fois, la considération et l'action, évidemment, on va essayer le plus possible de les faire converger pour qu'on ait justement ce partage des points de contact le plus proche possible et être en mesure justement d'adresser le bon message au bon moment avec le bon produit. Pourquoi cette structure elle est vraiment essentielle? C'est parce que la façon de rechercher a évolué extrêmement rapidement ces derniers mois, voire années, et le comportement est à la fois influé par l'évolution technologique, c'est-à-dire que en effet les IA au global, dont le LLM, ont amené de plus en plus à avoir des moteurs qui s'orientent vers de la réponse plus que on va répondre à une question plutôt que répondre à des mots-clés. Et ce que Google constate, c'est que les mots-clés, les requêtes qui font plus de 5 mots évoluent beaucoup plus rapidement que les requêtes qu'on connaissait historiquement avec 2, 3, 4 mots. Et c'est lié au processus de recherche aussi des plus jeunes générations qui utilisent de plus en plus la recherche vocale. Et donc, on ne peut plus être juste dans cette stratégie bas de funnel, feed only, où on dit on va avoir les gens au moment où ils vont faire la requête parce qu'elle va être très précise, en saurant ce qu'ils veulent. Maintenant, le parcours est devenu beaucoup plus en plus complexe, les questions sont de plus en plus larges, et donc il faut pouvoir être présent à tout leur niveau d'interaction avec les différents moteurs de recherche ou réseaux sociaux. Et pour ça, en effet, c'est l'IA qui va y répondre côté algorithme publicitaire, et c'est nous, de notre côté, en donnant le maximum d'assets, qui soient à la fois sur votre offre, sur votre compétitivité, mais aussi sur des assets un peu plus haut de funnel, pour aller chercher ces utilisateurs. Parce qu'il y a vraiment un poids des générations. C'est-à-dire que Maë citait sa génération tout à l'heure. Moi, je suis plus de la génération, on va dire, X. En effet, les générations plus anciennes comme moi sont plutôt des gens confiants. Des gens qui savent ce qu'ils veulent acheter. Ils ont toujours eu ces critères-là. Ils vont aller comparer des produits. Mais ils savent ce qu'ils veulent. Ce n'est pas les avis des clients qui vont forcément leur faire changer de marque ou autre. Alors que les générations les plus jeunes, c'est l'avis client qui prime. Donc forcément, c'est des gens qui vont être qui vont papillonner plus d'un produit à un autre, et ils vont aller chercher ces avis clients, ils vont aller chercher du détail sur les produits, peut-être sur est-ce que c'est un produit éco-responsable, comment il a été conçu, quelles sont ses caractéristiques, ce qui va être moins le cas d'autres générations. Donc ça veut dire aussi que ça se complexifie même dans votre offre, de la façon de la présenter, parce qu'elle doit s'adapter à ces différentes cibles. Donc c'est un vrai sujet, et c'est pour ça qu'on insiste sur cette capacité à avoir de plus en plus de données, au sein de votre écosystème, de votre offre produit et publicitaire, mais même plus globalement. L'idée, c'est justement d'aller chercher sur les autres canaux les informations qui permettent d'alimenter vos algorithmes publicitaires. Par exemple, nous, ce qu'on fait, on a des consultants qui sont experts de l'acquisition, qui comprennent les algorithmes publicitaires, mais ils ne sont pas toujours experts de tous vos leviers, de tous vos secteurs d'activité. Même s'ils s'y intéressent, ils échangent avec vous, on n'aura jamais forcément les bons mots, le bon ton. On a des clients qui sont dans le monde de l'agriculture, on a des clients qui sont dans le monde des pièces techniques. On n'aura pas toujours la bonne forme pour avoir ça. Mais là, on s'appuie sur, en effet, les solutions LLM, où on va créer des prompts qui vont se baser à la fois sur le SEO,
parce que là, on va avoir les vrais termes que vous pouvez avoir sur votre site, le ton qu'on peut utiliser, en intégrant le message publicitaire qu'on va avoir, la catégorie de produits qu'on veut viser, le canal qu'on veut travailler, et même la langue. Et ça permet d'avoir des annonces qui sont beaucoup, beaucoup plus pertinentes qu'une annonce faite par un humain qui, malheureusement, n'est pas omniscient et ne peut pas avoir l'expertise de tous vos domaines d'activité, même s'il s'y intéresse fortement. Donc ça, c'est vraiment l'axe sur lequel on travaille aussi avec les outils d'IA, c'est comment enrichir et rendre nos assets beaucoup plus pertinents. Et c'est des choses, je pense, que vous faites aussi, vous, au quotidien sur vos problématiques. De la même façon, il y a un revers, entre guillemets, c'est l'uniformisation. C'est-à-dire que de plus en plus, que ce soit sur Shopping, sur Amazon, sur les différentes sources publicitaires, ils proposent tous des algorithmes, ce qui fait que les annonces se ressemblent de plus en plus, notamment sur Amazon, par exemple, qui veut une fiche A+, donc tout le monde a ses 3 images, ses images mises en valeur, sa vidéo, ses bullet points. Donc après, il faut réussir encore à se différencier. Et donc, toutes ces solutions fournissent aussi des outils pour avoir de plus en plus d'assets qualitatifs et différenciants. Donc, c'est déjà intégré aujourd'hui dans PMax, qui peut générer totalement une image de from scratch à partir d'un prompt et de la destination indiquée. Donc, c'est la publicité que vous voulez. Donc, ça commence à générer des images très qualitatives. Là, c'est une image totalement générée par l'IA de Google dans PMax. Après, le problème, est-ce que ça correspond vraiment à votre offre, à votre message? Est-ce que c'est vraiment votre produit? Donc, il faut aussi des outils pour retravailler vos fiches produits. Là, on a le cas d'un de nos clients qui est dans le monde du meuble. En bas à gauche, on a l'image d'origine. On peut ajuster la couleur, on peut remplacer un objet. Ça permet de faire facilement des packages, ce qu'on peut avoir notamment dans nos stratégies parfois social média. On ne va pas faire forcément une stratégie sur un seul produit. On va peut-être faire une stratégie sur un package de produits. Là, ça permet de mettre 2 produits sur le même visuel sans vous solliciter, sans que vous ayez besoin d'un web designer, où on peut l'effacer à l'inverse ou supprimer le fond et pouvoir mettre une image différente dans le fond. Donc, c'est des choses qui sont assez avancées, donc qui permettent d'être très opérationnelles et efficaces assez rapidement, mais assez limitées. Parce que dès qu'on veut des images un petit peu plus humanisées, Google, là, ils disent non, on n'y est, on ne met pas d'humain, on ne met pas de main, on ne met pas de personne. Donc, nous, on a quand même besoin parfois, quand on monte un petit peu plus haut dans le funnel, comme le disait Julien, d'avoir des images qui amènent un peu plus de sens. Et là, on vient utiliser des solutions comme Midjourney que vous devez connaître. Donc, c'est vraiment un complément aux différentes solutions publicitaires pour aller chercher des images qui sont plus impactantes, en tout cas. Est-ce que c'est des outils que vous utilisez aujourd'hui, ces différents outils? Ou pas du tout? Je vais continuer alors. Et autrement, au niveau des enrichissements, il y a un vrai enjeu aujourd'hui, c'est sur la vidéo. C'est des éléments qui sont de plus en plus utilisés sur les différents canaux. Donc là aussi, on exploite les vidéos que vous pouvez avoir utilisées sur d'autres canaux. Par exemple, pour le cas d'un de nos clients qui avait une vidéo pour BFM, on a pu la retravailler grâce aux outils de Google, notamment, pour retirer les voix off et refaire des wordings spécifiques pour les publicités qu'on avait fait dans le cadre du Black Friday, avec une vidéo avant le Black Friday, après le Black Friday, pendant le Black Friday et après le Black Friday maintenant, où on intègre vraiment une voix off qui va reprendre ce contenu visuel, mais qui va le personnaliser en fonction du temps publicitaire. Donc, c'est vraiment un gain aussi pour vous en termes de temps de production. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment réutiliser, réexploiter tout votre fond créatif ou publicité ou vidéo pour l'utiliser dans d'autres cadres. Et par contre, on peut faire aussi jusqu'au bout, donc c'est des choses qu'on fait pour des vidéos plus, parce que dans Performance Max notamment, il y a un asset vidéo qui peut être créé automatiquement par Google, qui n'est pas forcément qualitatif, mais on peut créer aussi des vidéos assez simples sur des produits qui vont, à partir de templates assez simples et un séquençage, créer des vidéos, et on voit que, en effet, en fonction des typologies de produits et des gammes sur lesquelles vous êtes, ça peut avoir un effet assez important sur la qualité de la campagne et qui la rend plus performante, parce que ça fait partie, en effet, de l'algorithme attendu par PMax d'exploiter aussi ces canaux-là et les gens, au moment où c'est sur YouTube, de pouvoir leur exposer des publicités.
Les moteurs publicitaires, c'est pas forcément que Google. J'ai évoqué un petit peu en amont le listing Amazon, qui en effet, quand on veut utiliser les bonnes pratiques, bah, tout le monde le fait aujourd'hui. C'est y avoir une image avec fond blanc, une image d'ambiance, des images avec légendes, une vidéo, des bullet points. Mais quand on fait tout ça, on arrive à améliorer notre visibilité ou notre taux de clic face aux concurrents. Puisque finalement, quand on est sur une marketplace, on se retrouve tous à avoir des images très semblables, surtout quand on est sur des produits équivalents. Donc, il y a un vrai travail à valoriser sa marque sur les marketplaces. Et pourquoi c'est important? Parce que ça anime aussi vos sites e-commerce pour ceux qui sont sur les marketplaces. Parce que dans les comportements d'achat, les gens, on l'a vu tout à l'heure, en fonction des générations, il y en a qui sont beaucoup dans la comparaison. Donc, quand ils vont trouver un produit sur une marketplace ou une marque, ils vont pas hésiter à aller la rechercher après sur Google ou inversement. Donc, c'est un vrai driver aussi derrière de performance pour vos produits. Donc, pour travailler ça, nous, sur nos marketplaces, on a la même stratégie que sur les leviers publicitaires e-commerce. C'est-à-dire qu'on va utiliser, là pour le coup, il n'y a pas d'outils intégrés, en tout cas très peu avancés en termes d'IA sur les différentes marketplaces. La plus avancée est Amazon. Leur outil de génération d'images est très, 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 très basique. C'est surtout du recadrage. Ils n'ont pas de stratégie de smart bidding. Donc, on utilise les mêmes solutions que ce qu'on fait sur les autres canaux pour améliorer les images et répondre aux attentes d'Amazon dans des images beaucoup plus poussées. Dans le cas de gauche, c'est des volières des volières en effet pour les poules qu'on mettait en avant. Donc, sur Amazon, on n'a que des images avec des filets. C'est pas très valorisant. Là, on l'a totalement créé par IA et ça nous a vraiment mis en avant et ça a permis d'améliorer notre CTR qu'on verra tout à l'heure. Et de la même façon, on enrichit la partie bidding parce que il n'y a pas toute cette stratégie qu'on peut avoir sur Google de chercher à avoir un ROS ou un lancement de produit ou de définir une stratégie de croissance. Donc, c'est des choses qu'on a aussi et qui permettent de nous différencier sur ces leviers publicitaires pour aller chercher un ACOS le meilleur. Donc, in fine, pour le client que je vous citais tout à l'heure qui vend des filets, ces bonnes pratiques nous ont permis de gagner plus de 17% en termes de CTR. Donc ça, on répond toujours aux exigences des marketplaces. On a uniformisé le template du marchand, mais on s'est quand même différencié. Et tous ces outils d'IA nous aident à être très efficaces et assez rapides dans les mises en œuvre. Et c'est surtout ça la clé, c'est-à-dire que ce soit pour des annonceurs, que ce soit pour le scoring, pour segmenter nos produits avec des données multicanales ou que ce soit pour optimiser les images, sans l'IA et sans les IA internes à Steerfox ou externes à Steerfox, ce serait beaucoup plus difficile de vous fournir tous ces services aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ça qui est essentiel aujourd'hui. Donc, si je dois résumer, finalement, ce qu'est l'IA chez Steerfox, il y a ce qu'on maîtrise en interne. Ce qu'on maîtrise en interne, c'est bien évidemment la donnée publicitaire qui est agrégée chez nous, qu'on va scorer par rapport à vos problématiques de performance, visibilité ou de croissance. On va enrichir avec vos données, qu'on va enrichir avec vos données business, et ce qui va donner un scoring business. Et potentiellement, on peut aller même jusqu'à scorer avec le prix. Et tout ça, ça nous donne une cartographie de votre catalogue, de votre offre, de vos priorités. Et là, après, on va l'adapter en fonction des différents algorithmes, que ce soit ceux de Google, ceux des marketplaces et des réseaux sociaux, et en s'appuyant sur les solutions aussi quand elles sont les plus pertinentes et qu'on suit, comme je vous l'ai dit, sur des mid-journées pour l'image, des chats, des GPT pour le search. Enfin, on va vraiment essayer d'explorer tous ces canaux. Et pour ça, on a une nouvelle version de l'application aussi. Aujourd'hui, vous êtes tous connectés à une application qui vous donne plus la vision que publicitaire. On a, nous, en interne, depuis plusieurs années, un écosystème qui est beaucoup plus large, mais on va ouvrir cette vision à tous nos clients avec cette nouvelle version de l'application. Donc, vous avez un teasing en avant-première, mais qui va vous être ouvert d'ici la fin de l'année et début 2025, avec une montée en puissance sur tout 2025. Donc là, je vais vous montrer un petit teasing de notre nouvelle application.
Merci à tous, en tout cas, d'avoir été présents pour ce format en ligne qui initialement devait être en physique, donc désolé du changement. Ça ne sera pas le dernier, ça ne sera pas le seul. Si jamais il y a des sujets spécifiques que vous souhaiteriez creuser, sur lesquels vous souhaiteriez avoir plus d'informations techniques, exactement comme on vient de le faire, vous pouvez aussi soumettre des sujets, soumettre des idées. Et c'est le cas de e-commerçants qui l'ont fait en juin et finalement, quelques mois après, on l'organise sur l'IA. Donc voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Merci.